Nous allons poursuivre notre réflexion sur les caractéristiques et dynamiques de la puissance, des puissances, en s'interrogeant sur la langue et la culture comme facteurs de puissance. On rappellera, en s'appuyant sur Raymond Aron, que la puissance, c'est la capacité à influencer les autres sans l'être en retour, sans être influencé en retour au même niveau. La langue et la culture sont des atouts dans la puissance et en particulier dans ce que Joseph Nye appelle le soft power, c'est-à-dire la capacité à influencer, la capacité à attirer, séduire, modeler les autres pays, les autres cultures, même les autres civilisations. Définissons d'abord la culture, en s'appuyant sur l'UNESCO. L'UNESCO fait évidemment de la langue un élément de la culture culture étant l'ensemble des traits distinctifs d'un groupe social, d'une société. Donc les éléments qui font les caractéristiques originales de ce groupe social, de cette société, en particulier des éléments spirituels comme matériels, des éléments intellectuels et artistiques, ainsi que des éléments affectifs qui définissent vraiment la culture. La culture relève aussi de l'affectif, d'un imaginaire. Et c'est là-dessus donc que nous allons travailler. La culture à la fois comme levier d'influence internationale pour les puissances, ce qui occasionne des diplomaties culturelles menées par différents pays. On prendra l'exemple de l'Arabie Saoudite pour se poser la question finale, lorsque les cultures dialoguent entre elles, est-ce qu'elles débouchent sur la paix, l'entente, ou au contraire, comme le prophétisait Samuel Huntington, un choc des civilisations. Premièrement, la culture comme levier d'influence internationale. Ce qui vient à l'esprit, c'est immédiatement l'influence de la culture anglo-saxonne ou anglo-américaine. On rappellera que déjà l'anglais est la langue principale, ou la langue secondaire, la langue d'usage, de pratiquement 1,2 milliard d'habitants sur la planète. Et avec ce rayonnement de la langue, qui est à la fois une langue, la langue de la diplomatie, la langue des médias, la langue de la culture internationale, les États-Unis sont capables d'exporter via leurs mass médias, via Internet, des images, des sons. On rappellera que Hollywood est dominant sur la planète et la culture cinématographique, la culture de l'entertainment. Sur la planète, les 3/4 des images qui sont fabriquées et qui sont visionnées sont d'origine américaine. Donc l'américanisation de la culture mondiale, c'est l'exportation de cette culture de masse dans le monde entier, sans aucune limite, sans aucune frontière, mais il faut aller au-delà. La domination culturelle des États-Unis, elle repose aussi sur un certain nombre de normes, de valeurs qui sont exportées dans le monde via leur modèle politique aussi. Par exemple, la démocratie libérale, l'économie de marché, tout ça c'est des éléments de domination culturelle, ce n'est pas uniquement les films d'Hollywood, ce sont des éléments de droit international, des normes juridiques qui sont façonnées aux États-Unis, qui sont exportées. C'est aussi une manière d'organiser la société. Je pense en particulier au multiculturalisme, voire au communautarisme qui caractérise une société américaine qui est multiculturelle. Tout ça façonne une culture comme levier d'influence internationale. Et Joseph Nye disait que le principal atout des États-Unis dans la mondialisation, dans les années 90-2000, c'est bien le soft power culturel. On peut prendre aussi l'exemple de la France. La France, avec sa langue, tout particulièrement, le français qui est la langue de culture et la langue d'échange de pratiquement 250 millions d'habitants sur la planète. Cette langue française, elle a donné l'occasion en 1970 de créer la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe aujourd'hui 57 pays, dont 18 pays d'Afrique subsaharienne, qui forment ensemble une communauté culturelle. Mais derrière cette communauté culturelle, il y a évidemment une communauté également politique, diplomatique. La plupart du temps, les pays de la francophonie votent à l'ONU, par exemple, pour soutenir la France. J'en veux pour preuve le soutien aux non-français à la guerre en Irak en 2003, qui a été soutenu par les pays de la francophonie. Ce sont aussi des enjeux économiques, donc une communauté économique. Rappelons par exemple qu'en 1989, la France a effacé la dette extérieure
35 pays d'Afrique subsaharienne précisément qui étaient dans l'organisation de la francophonie. Donc c'est un tout, communauté culturelle, économique, politique, qui donc relève de cette influence de la France via l'Organisation internationale de la francophonie. Si on compare la culture française, l'influence de la culture française dans le monde avec celle des États-Unis, on retrouve une volonté universelle, un universalisme autour de valeurs que sont là aussi la démocratie, les droits de l'homme, avec une dimension aussi plus sociale, la solidarité, la justice. C'est ainsi que lorsque les pays d'Europe centrale et orientale sont sortis du communisme, après 1989, ils ont tenu rapidement, dans la décennie 90, avant même d'entrer dans l'Union européenne, d'adhérer à l'Organisation internationale de la francophonie. L'importance de la culture comme levier d'influence internationale fait qu'un certain nombre de puissances installées comme puissances émergentes, développent aujourd'hui des diplomaties culturelles. On peut prendre l'exemple original de l'Arabie saoudite, qui s'est fait le porte-parole dans le monde d'une culture arabo-musulmane originale, qui est teintée par une vision rigoriste, une lecture rigoriste et une vision rigoriste de l'islam, lecture rigoriste du Coran, vision rigoriste de l'islam, développée dans le cadre du wahhabisme. Tout part au démarrage d'une synthèse, la rencontre d'un clan de tribus séoudes qui veulent contrôler la péninsule arabique et d'un prédicateur musulman intégriste, Abd al-Wahhab, qui fonde le wahhabisme. Et c'est cette version de l'islam wahhabite que l'Arabie saoudite, aujourd'hui, puissance émergente, cherche à déployer non seulement dans le monde arabo-musulman, mais à l'échelle de la planète. C'est une diplomatie qui relève donc d'un soft power à l'américaine, mais avec des méthodes beaucoup plus dirigistes, beaucoup plus encadrées, qu'on compare parfois à l'URSS dans la méthodologie, évidemment pas dans l'idéologie. Vous avez par exemple dans le gouvernement saoudien un ministère des Affaires religieuses qui gère en particulier le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, qui regroupe chaque année des millions de musulmans du monde entier, qui donne évidemment des rentrées financières, des rentrées économiques importantes, mais au-delà de ça, qui permet de rayonner dans le monde entier. De la même manière, l'Arabie saoudite développe un programme scolaire, donc des écoles, des madrasas, en Arabie saoudite et dans l'ensemble du monde, qui sont sous la houlette de l'université islamique de Médine, qui forme la plupart des oulémas et des imams dans la région et qui partent ensuite enseigner un petit peu partout dans le monde. Le gouvernement saoudien, la monarchie saoudienne et son gouvernement ont également le contrôle des masses médias avec par exemple des journaux comme Al-Hayat, qui a la solde du pouvoir, ou des télévisions qui diffusent dans le monde entier comme Al-Arabiya. Tout ça permet, par le relais aussi de la finance islamique, par le relais d'autres acteurs comme des organisations non gouvernementales qui viennent d'Arabie saoudite et qui sont financées peu ou prou par le gouvernement, ou des grandes personnalités d'Arabie saoudite, des princes, je pense particulièrement au Croissant Rouge ou à l'Islamic Relief International Foundation, qui viennent d'Arabie saoudite. Ça permet de répandre les idées du wahhabisme, et c'est d'autant plus actif aujourd'hui que l'Arabie saoudite est en compétition et même en rivalité avec l'Iran des ayatollahs, donc, qui propose une autre version, le chiisme révolutionnaire, qui est concurrent du wahhabisme. Ça permet enfin à l'Arabie saoudite, cette diplomatie culturelle, d'organiser à l'échelle mondiale des forums ou des structures. Je pense en particulier à l'Organisation islamique mondiale qui a été créée en 1969 par l'Arabie saoudite et qui se réunit dans des sommets internationaux. Je pense également à l'ONU, où l'Arabie saoudite est un membre à part entière et siège depuis 2016 au Conseil international des droits de l'homme, ce qui lui donne une grande visibilité, ce qui lui permet de défendre ses valeurs. Toutes ces rivalités culturelles entre puissances, entre ères de civilisation, posent finalement la question de savoir si la culture permet le dialogue des peuples, ou au contraire mène le monde vers un choc des civilisations.
On rappellera que la thèse du choc des civilisations a été émise par l'historien et géopolitologue Samuel Huntington, ancien professeur à Harvard, dans les années 1990. Il découpait le monde en 8 grandes ères de civilisation et expliquait que dans le contexte de l'après-guerre froide, avec la fin des grandes idéologies, ces ères de civilisation étaient amenées à s'affronter, en particulier la civilisation occidentale d'un côté avec des civilisations irréductiblement différentes comme la civilisation islamique ou la civilisation chinoise, et que les rapports de force internationaux allaient être marqués par un repli sur des identités culturelles, en particulier sur la religion. À l'époque où il écrit cette thèse, on est entre 1993 pour son premier article dans Foreign Affairs et 1996 pour son ouvrage, on est en pleine guerre des Balkans, et on assiste à des phénomènes d'épuration ethnique, donc d'affrontements pour l'identité, pour la religion, notamment des Serbes orthodoxes contre les Croates catholiques ou les Bosniaques musulmans. Et c'est dans ce contexte-là qu'il élabore cette thèse qui semble être corroborée ensuite par les attentats du 11 septembre 2001 et la déclaration de guerre des Américains, de George W. Bush, à la terreur et au terrorisme international. Dans la réalité, on peut aussi montrer que les cultures sont un objet de rapprochement entre les peuples. C'est en tout cas le positionnement que défend l'UNESCO, qui siège à Paris, qui, au début des années 2000, a promu une grande déclaration de pluralité culturelle dans le monde pour défendre l'originalité de chaque culture, chaque civilisation, mais sans les opposer, en précisant bien que la culture est le meilleur garant dans le monde de la paix et de l'échange entre les populations. Et c'est également la thèse que défend l'historien indien Arjuna Padurai, qui montre que le monde est marqué par des échanges culturels. Il évoque des métissages, des hybridations. Les échanges culturels vont dans différents sens. Il y a à la fois exportation de la culture, réception de la culture et création de synthèses originales, quelle que soit l'ère de civilisation dont parle Huntington. Une autre critique qu'on peut formuler envers la thèse de Huntington, c'est le monolithisme des ères de civilisation qu'il propose, avec par exemple la civilisation islamique, arabo-musulmane, qui est présentée comme un tout, sans voir les différences considérables qui peuvent opposer par exemple les sunnites et les chiites, qui aujourd'hui se livrent une guerre civile absolument effroyable à l'intérieur même du monde arabo-musulman. Si bien, finalement, pour conclure, on peut accorder tout crédit à la thèse de Joseph Nye, qui explique que dans le contexte d'après-guerre froide et dans un cadre de mondialisation de plus en plus évident, les enjeux de puissance dans le monde et d'influence se déplacent beaucoup vers le soft power, en particulier le soft power culturel, qui relève de la langue, qui relève plus largement d'une culture. On se place aujourd'hui dans un monde marqué par des interconnexions, des interdépendances très fortes. Et c'est dans ce contexte-là que le pouvoir culturel prend toute son importance.